Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le changement organisationnel. 1. Un foisonnement de théories. L'organisation est une entreprise, mais peut aussi être une communauté, une association, une division de l'État, etc. L'étude des organisations est un thème en plein essor, notamment aux États-Unis. La théorie des organisations s'est beaucoup étendue depuis les modèles simples, originaires de la découverte de la rationalité dans les organisations. Les conceptions modernes récentes sont très riches. Alain Desremaux dénombre plus de 40 appellations utilisées pour définir la nouvelle forme organisationnelle des entreprises. Les organisations sont des systèmes complexes fonctionnant en faveur d'interventions multiples et d'interférences réciproques. La diversité des configurations perçues est trop criante pour admettre une théorie universelle. L'organicisme, suivant lequel l'organisation peut être comparée à une personne, doit être utilisé avec précaution car l'organisation n'a pas de personnalité propre, ni de libre arbitre. En conséquence, il ne faut pas tomber dans la métaphore, l'homme représente l'entreprise. La métaphore selon laquelle l'organisation n'est qu'un outil que l'on doit maximiser, n'est pas acceptable. Il est possible éventuellement d'agir sur les travailleurs, mais plus difficilement sur les managers. L'école classique, 1900 à 1930. La bureaucratie, une rationalisation de l'organisation. Beaucoup d'organisations fonctionnent comme des machines où tout est réglé. L'organisation est un instrument servant à atteindre un but. Cette conception de l'entreprise est la première à être apparue. Max Weber a formalisé l'entreprise en traitant du parallèle entre la mécanisation et l'organisation. Il propose un modèle où les fonctions sont structurées hiérarchiquement et rationnellement. Ce n'est pas l'individu qui compte mais son poste. Le modèle se détermine par un nombre élevé de documents écrits et de contrôles. Selon Weber, les entreprises seraient poussées à accroître leur taille conjointement à une réduction de leur efficacité. Nonobstant, cet auteur restait conscient que le modèle n'était pas approuvable sur un plan social. Son œuvre aura été mal expliquée puisque contrairement à l'école classique qu'il a reprise, la bureaucratie ne convenait pas à Weber. L'école classique de la gestion. Le principal représentant de cette école est Henri Fayol, 1841-1925. Il scrute l'entreprise sous son seul aspect fonctionnel. Il néglige l'aspect humain, au privilège des principes de hiérarchie et d'autorité. Il spécule sur un problème technique afin d'ériger une entité rationnelle. Il a été le premier théoricien à s'intéresser à l'administration des entreprises. Une théorie pour toutes les entreprises, planifier, organiser, commander, coordonner, contrôler, élaborer un plan stratégique, une définition des objectifs, etc. L'apport principal de Fayol a été de distinguer 6 fonctions dans l'entreprise: technique, commerciale, financière, comptable, de sécurité et administrative. Cette dernière est selon lui négligée alors qu'elle est la plus importante. L'école de la gestion scientifique. Frederick Winslow Taylor et Henry Ford ont poussé les limites de la mécanisation. L'organisation scientifique du travail, OST, établissait des rôles très stricts aux ouvriers et aux patrons qui étaient contrôlés puis récompensés ou sanctionnés, afin d'optimiser l'adéquation entre les tâches définies et la force de travail. Division des tâches et qualification des employés sont les maîtres mots du courant. Vision parfois exagérée cependant, Taylor avait des objectifs humains. Marie Parquet Follet, élève et émule de Taylor, se préoccupe des conflits dans les entreprises. Les théories rappelées jusque-là avaient le tort de ne pas regarder l'organisation sous tous ses aspects. Les entreprises mécanisées fonctionnent convenablement en cas d'environnement stable. À l'inverse, le manque propre de flexibilité empêche toute adaptation en cas d'environnement turbulent. D'autres complications secondaires émergent: la déshumanisation, les conflits avec les syndicats, l'attitude non rationnelle d'obligations administratives ou hiérarchiques, la poursuite d'objectifs personnels qui desserrent l'entreprise, carriérisme, compétition déloyale entre collègues, etc. L'école des relations humaines, 1920 à 1970. Le courant apparaît dans les années 1920.
Elton Mayo s'insurge contre le taylorisme en insistant sur les conséquences négatives de la fatigue et de la lassitude au travail. Cette école est marquée par les travaux de René Likert sur les groupes de travail, de Chris Argyris sur l'épanouissement de l'individu dans l'entreprise, des besoins hiérarchisés de Abraham Maslow, de la théorie X de McGregor et de la théorie bifactorielle de Friedrich Herzberg. L'analyse socio-technique, 1945 à 1960. Les chercheurs du Tavistock Institute of Human Relations définissent les organisations comme des systèmes socio-techniques. Le principe de la recherche-action est alors élaboré. Ils remarquent une interaction entre le social, le technique et l'environnement, l'optimisation entre les trois devant être recherchée. L'école systémique, 1950 à 1980. Utilisée souvent comme métaphore primaire en sciences de gestion, l'approche systémique est une approche scientifique, basée sur les travaux du biologiste Ludwig von Bertalanffy qui explique que les organisations sont des systèmes ouverts en perpétuelle interaction avec l'environnement. La théorie générale des systèmes est un refus de la démarche analytique, cartésienne, qui ne s'ajuste plus du fait de la complexité croissante. Les méthodes traditionnelles d'analyse, décomposer les phénomènes étudiés et les isoler de leur environnement, ont montré leurs limites, autant en biologie qu'en physique ou en sciences sociales. La compréhension de la biologie permet d'étudier tous les systèmes et de dégager des régularités, des lois et des hypothèses applicables à l'ensemble des systèmes. Les principales contributions de l'analyse systémique ont été de faire prendre conscience de l'environnement, ce qui permet d'élaborer une stratégie cybernétique. L'organisation et l'environnement sont indissociables. Ces deux éléments suivent l'évolution du système qui est générale. L'école de la contingence, 1954 à 1990. L'apparition de nouvelles théories et la rupture avec la pensée bureaucratique ont débouché sur la théorie de la contingence. La théorie classique de l'organisation fournit des solutions universelles pour les structures et les procédures de fonctionnement. The One Best Way, applicable à toutes les entreprises. Au contraire, les théories de la contingence formulent des solutions distinctives selon le contexte de l'entreprise et ses particularités. Les solutions ne sont plus optimales mais satisfaisantes. Disposant de la flexibilité pour maître mot, la théorie de la contingence revendique le rôle de l'environnement dans l'organisation, ce qui signifie que différentes circonstances peuvent mener à différents modèles. Voici quelques principes de la contingence parmi les plus importants. Le secteur d'activité. Par exemple, les entreprises du secteur informatique ont des structures souples pour favoriser l'innovation. La technologie. Woodward, 1954. La taille. Groupe d'Aston, 1969. L'environnement. Burns et Stalker, 1963. Degré de stabilité de l'environnement. Lorenz et Lorsch qui établissent une relation étroite entre l'incertitude de l'environnement et les états internes de différenciation et l'intégration de l'entreprise 1967 à 1972. La traduction et l'acteur réseau, conçu au cours des années 80 par les sociologues Michel Callon et Bruno Latour pour analyser les innovations technologiques. La théorie de la traduction. Callon et Latour comprennent l'élaboration d'une connaissance scientifique, comme la mise en place et l'extension progressive d'un système d'actants hétérogènes dénommé acteur réseau. Un laboratoire a en effet à organiser, en amont, une structure pour collecter les ressources nécessaires à la production de connaissances, et en aval, un espace de circulation pour ces connaissances. C'est cette double organisation qu'on analyse comme un système d'actants hétérogènes. L'actant est défini, de manière très formelle, par les actions qu'il exerce sur les autres ou qu'il subit de leur part. Un actant est toute entité qui contribue à la production et à la diffusion d'une connaissance scientifique, qu'il soit humain comme un géographe ou non humain comme un microbe. Il se déduit de la définition de l'actant que l'acteur réseau est un système. Chaque actant est en interaction avec les autres, toute transformation de l'un peut retentir sur les autres. C'est ce processus et son résultat que Callon a appelé traduction. L'acteur réseau et la connaissance scientifique dont il fonde l'existence sont graduellement construits à la suite d'un processus d'interaction entre les chercheurs et les actants. La réussite d'une traduction correspond à l'extension et à la stabilisation d'un réseau court,
Ce processus se fait en 4 phases: problématisation, intéressement, enrôlement et mobilisation. Autant de distinctions qui se rapportent au nombre d'actants qui se conforment à la traduction des chercheurs. L'école de l'écologie des populations. Les théories de cette école se basent sur les travaux de Darwin, et notamment sur les principes de la sélection naturelle. Elles s'opposent à la prédominance de la faculté d'adaptation des entreprises. Selon eux, l'environnement détermine tout. Les structures de l'entreprise sont presque inertes, modifications lentes et lourdes, du fait d'une série de contraintes internes et externes qu'il est impossible de dépasser, investissements passés, jeux politiques internes. L'environnement choisit les entreprises qui subsistent en fonction de leur efficacité, et non pas de leur stratégie d'adaptation. Le développement organisationnel. Kurt Lewin, fondateur du mouvement, s'intéresse à l'application concrète des principes décrits dans l'analyse systémique et la théorie de la contingence grâce à l'utilisation de diagnostics. Il analyse la frustration au travail et recommande un leadership participatif plutôt qu'un leadership autoritaire ou laxiste. Le développement organisationnel reste cependant un patchwork d'idées à la mode de l'époque. Après ce succinct rappel des théories essentielles des organisations, principe nécessaire à une bonne compréhension du cœur de notre sujet, la résistance au changement, nous allons pénétrer dans les arcanes du changement. 2. Composition du changement. Les analyses du changement dans les organisations peuvent être regroupées en 8 thèmes. Les acteurs du changement. Les objets du changement. Les origines et sources du changement. Les niveaux de celui-ci. Les formes du changement. Les moteurs et logiques du changement. Les étapes, stades et épisodes du changement. Les finalités et fonctions du changement. Les acteurs du changement. Même si les acteurs du changement sont souvent anonymes, diffus et difficilement identifiables, il n'en demeure pas moins que 3 groupes d'acteurs dominent la littérature. Les ingénieurs ou techniciens des structures et des stratégies qui sont souvent des experts consultants internes ou externes jouant le rôle de préparateurs et/ou de facilitateurs du changement. Les héros et leaders du changement, souvent révolutionnaires ou présentés comme tels, qui se présentent comme des constructeurs de sens et des innovateurs. Les victimes du changement qui représentent des individus et/ou des organisations soumises à l'environnement. Les objets du changement. Les objets que l'on gère, que l'on change afin de changer, d'autres objets, sont en premier lieu les acteurs de l'organisation ou de son environnement. Au-delà de ces facteurs humains, les objets du changement peuvent être soit matériels, soit idéels. Les origines du changement. Les recherches peuvent être regroupées autour de 3 axes dominants. Le premier groupe met l'accent sur les forces exogènes et sur l'impact de l'environnement. Il s'agit essentiellement du courant de l'écologie des organisations d'inspiration lamarckienne ou darwinienne, avec un déterminisme environnemental plus ou moins fort et des approches institutionnalistes qui mettent l'accent sur les dimensions culturelles, symboliques et imaginaires des organisations. Le deuxième groupe s'intéresse aux forces endogènes et met en avant le rôle des interactions entre composantes de l'organisation dans le changement. Les analyses sont alors souvent portées sur les relations fonctionnelles ou dysfonctionnelles entre la totalité du système et les parties ou composantes de celui-ci ou sur les mouvements de contradiction et/ou de renforcement de forces et/ou d'impératifs qui finissent par constituer des configurations plus ou moins stables. Le troisième groupe remet en cause la distinction interne-externe et s'interroge sur la notion de frontière de l'organisation et sur les opérations de définition, redéfinition et construction de l'organisation et de ses changements. L'élément pertinent de l'analyse devient alors non pas l'unité ou l'organisation, mais le réseau d'interdépendance. Les niveaux du changement. Ces configurations ont été présentées comme des construits résultant de l'imbrication de 3 niveaux de structure. L'infrastructure technologique, la sociostructure relationnelle et politique, la superstructure des cultures et des valeurs. La question devient alors comment analyser les processus d'imbrication, de structuration et d'évolution de ces différents niveaux.
Les formes du changement. Plusieurs auteurs distinguent entre un changement de type 1 qui serait reproducteur ou évolutionnaire, et un changement de type 2 qui serait transformateur ou révolutionnaire. La situation de crise profonde, mis à part 3 circonstances, paraissent particulièrement favorables à ce changement révolutionnaire, que l'on pourrait qualifier de changement du changement. Le vieillissement du système, l'arrivée d'une forte personnalité externe telle qu'un nouveau dirigeant ou un nouveau consultant. Cette personnalité apporte une nouvelle vision des choses et une charge psychologique et émotionnelle, susceptible de réconforter les membres du système en crise et de leur faciliter l'acceptation d'un changement de la structure profonde. L'arrivée du système a des bornes temporelles importantes qui constituent des points focaux, où l'on a tendance à faire le bilan de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Certaines questions mériteraient davantage de recherche. Les révolutions seraient-elles plus rentables que les simples évolutions ? Y aurait-il des situations ou des contextes organisationnels ou environnementaux associés à un type de changement plutôt qu'à un autre ? Les types de changements se combinent-ils ? Se suivent-ils ? Les moteurs et logiques du changement. Pour Aristote, le changement peut avoir 4 causes: matérielle, formelle, efficiente, finale. Poplar et Vernon 1997. 22 Venn et Poole 1995, dégage 4 familles de moteurs du changement selon que celui-ci est prescrit ou construit, qu'il porte sur un élément isolé ou sur plusieurs avec le risque de conflit. Le cycle de vie, croissance organique, l'évolution, survie compétitive, dialectique, opposition, conflit, téléologie, coopération volontaire. Tableau de 22 Venn Poole. Les étapes, stades et épisodes du changement. Les analyses qui se sont intéressées aux étapes, stades et épisodes du changement relèvent généralement d'une conception déterministe de la vie des organisations. 2 tendances traversent la réflexion concernant ceci. La première découle du courant du développement organisationnel. Les recherches sur l'articulation des changements de stratégie et des changements de structure peuvent être rattachées à ce premier courant de réflexion. Le deuxième courant s'intéresse au processus concret du changement au sein des organisations et des populations. Le modèle le plus récurrent est celui de la variation, sélection, rétention ou de la cristallisation, décristallisation, recristallisation. Certains auteurs ont tenté d'amender ce schéma en proposant d'autres formes de séquences. Les recherches devraient donc porter davantage sur les caractéristiques des différentes phases, mais également sur l'articulation de ces phases et de ces étapes. Y a-t-il un ordre dominant ou une séquence idéale du changement ? La réussite d'un projet de changement dépend-elle de la réussite de l'ensemble des étapes ? Les finalités et les fonctions du changement. 2 courants traversent la littérature. Le changement est conçu de façon technocratique afin d'améliorer ou de réformer un système donné. Le changement est abordé à partir d'une approche politique et critique dont la finalité consiste moins à réformer le système pris en compte qu'à le changer de façon plus ou moins radicale. 3. L'organisation du changement. L'organisation et la gestion du changement sont intimement liées aux différentes conceptions de celui-ci. Toute action organisée présuppose une dialogique du changement et de l'organisation. Il s'agit ici de relever certains des thèmes fondamentaux concernant la gestion du changement. Des versions plus ou moins contextualisées et relativisées du One Best Way continuent à alimenter une littérature fort abondante qu'il serait difficile de synthétiser. Notons néanmoins qu'une grande partie de cette littérature considère que le non-changement, le refus ou la résistance au changement constitue une sorte d'anomalie, un danger, une faiblesse ou, faute de mieux, un refuge provisoire, un stade que le leader est supposé remettre en cause. La littérature concernant cette organisation du changement nous semble comporter 6 thèmes récurrents. L'apprentissage et le désapprentissage du changement. Les routines organisationnelles. L'inertie organisationnelle. Les outils du changement. La conduite du changement. La complexité du changement. Apprentissage et désapprentissage. Ce thème recouvre le management des connaissances et des contextes de l'innovation,
au sein des organisations. Plusieurs questions pourraient être développées. Peut-on et comment gérer l'apprentissage? Comment articuler apprentissage et désapprentissage? Comment articuler innovation et apprentissage, exploration et exploitation? Quels sont les mécanismes et les étapes de l'apprentissage? Comment combiner apprentissage individuel et apprentissage collectif? Comment se combinent ou s'affrontent différents apprentissages à différents niveaux d'une organisation? Les routines organisationnelles. Quelle distinction peut-on faire entre routinisation, programmation et spécialisation? Comment combiner routinisation et innovation? Quels sont les avantages et les inconvénients du recours à des routines? À partir de quel moment peut-on affirmer qu'une routine est devenue dysfonctionnelle? Quelle relation doit-on établir entre routinisation des actions, des représentations et des rationalisations? Comment l'acteur s'approprie-t-il les routines, et quelle est sa marge de liberté par rapport à celles-ci? Comment articuler routine au niveau individuel et routine au niveau organisationnel? L'inertie organisationnelle. Le concept de changement organisationnel indique également son inverse, celui de la résistance au changement. Il s'agira, comme on le verra plus tard, de l'un des points aveugles de la conduite du changement. La résistance au changement est la plupart du temps traitée dans les termes d'une maladie, devant être soignée. À ce titre, il s'agirait presque d'une déviance organisationnelle, d'un véritable détournement d'efficience. Il est mentionné dans de nombreux travaux que les analyses de la résistance au changement remontent à l'école des relations humaines dès les années 40, et diagnostiquent déjà que la résistance tient plus au changement lui-même qu'aux salariés concernés. Ces deux derniers points peuvent être abordés à 3 niveaux. Les causes des résistances. Les conséquences de celles-ci. Les solutions ou remèdes proposés. Carnot, 1990, affirme que, face à un changement, il y a généralement déclenchement d'un processus qui s'effectue en 5 étapes. L'individu renie l'importance, l'utilité ou la pertinence du changement. L'individu essaye de défendre son territoire. L'individu écarte la vision passée, et l'on commence à voir que le changement est à la fois inévitable et ou nécessaire. L'individu essaye de s'adapter au changement. L'individu internalise le changement. Alors que la résistance au changement relève du niveau de l'acteur ou du niveau du groupe, le changement concerne le niveau de l'entreprise. Plusieurs contraintes pèsent sur l'adaptation organisationnelle, Aveman, 1992 et Desremeaux, 1994. Les outils de mise en œuvre du changement. Il s'agit des outils susceptibles de gérer aussi bien les apprentissages, les routines, les résistances que l'inertie. Dans la mesure où il est apparu que le changement était considéré en lui-même comme un facteur d'efficacité organisationnelle, les méthodes de gestion du changement se sont multipliées depuis le début de la décennie 90. On distingue l'approche fondée sur la logique du changement décrétée par la direction, de l'approche fondée sur l'apprentissage. C'est ce qui permet de distinguer la conduite du changement, de l'accompagnement du changement. Ces deux perspectives correspondent aux postures phylogénétiques et ontogénétiques, pour reprendre la terminologie d'Alain Desremeaux. Plusieurs techniques et modes se sont développés autour de l'objectif d'une gestion efficace du changement. Inspirées du management japonais, ces techniques constituent ce que l'on appelle la famille des ING, Reengineering, Benchmarking, Coaching, Downsizing, etc. La conduite du changement. La nature de la structure organisationnelle de départ est vue comme pouvant constituer un frein ou une ouverture à la conduite d'un tel changement. On estime que la structure fonctionnelle hiérarchique constitue plutôt un frein. En revanche, les structures divisionnelles ou matricielles ou la structure projet constituent une ouverture. Les structures divisionnelles favorisent l'apprentissage organisationnel, qui est alors perçu comme un effet induit du changement décidé. La conduite du changement consiste à permettre le passage d'une configuration organisationnelle A vers une configuration organisationnelle B, la cible, en passant éventuellement par des phases intermédiaires et ne s'occupant pas des subtilités liées au modèle même du changement organisationnel.
Les étapes intermédiaires feront parfois évoluer la configuration cible, et donc la façon de conduire le changement. La conduite du changement est donc conçue de façon très évolutive. La conduite du changement consiste essentiellement à mettre en mouvement les agents de l'organisation, afin d'aller vers la configuration organisationnelle cible. La complexité du changement. Approche nouvelle qui débute avec l'approche systémique et se poursuit avec la modélisation des systèmes. C'est par leur conception de l'unité et du changement que les théories de la complexité diffèrent des théories plus classiques de la contingence. Les théories de la complexité reposent sur un certain nombre de principes dont, notamment, Morin, 1991. Le principe dialogique. Toute unité est constituée de dualités, de termes à la fois complémentaires et opposés, l'ordre et le désordre, la vie et la mort, la différenciation et l'intégration, etc. Le principe de récursion organisationnelle ou d'auto-organisation. L'effet produit sa cause. Il s'agit d'une boucle de feedback généralisée et qui aboutit à une causalité complexe où c'est moins la direction de la causalité qui compte que l'auto-organisation de l'unité duale. L'acteur produit le système qu'il a produit, l'idée produit l'action qu'il a produite, etc. Le principe hologrammatique, les parties sont dans le tout et vice-versa. La totalité et les parties ne peuvent se concevoir indépendamment. L'individu est une partie de l'organisation, mais l'organisation est une partie de l'individu. L'organisation est une partie de la société, mais la société est dans l'organisation, etc. Repenser le changement organisationnel. Ainsi, certains ont affirmé que la communication était un facteur clé de succès du changement, allant même jusqu'à suggérer que le changement puisse être vu entièrement comme un problème de communication. Ils négligent le fait que l'organisation est composée d'individus-groupes qui ont des représentations, des logiques d'action et des langages différents. Elle semble oublier que le changement est en constante évolution, Giroux 2000. Dès lors, une action de changement organisationnel est susceptible d'affecter et de recomposer tous les niveaux d'organisation. En outre, s'inspirant des réseaux d'actants de Calon et Latour et de la narration de Greimas, le modèle discursif souligne que c'est non seulement à travers le langage mais aussi la mobilisation d'objets dans des réseaux que s'opère le processus de construction qui transforme les collectifs organisationnels. Ces derniers modifient les représentations et les pratiques des acteurs, Giroux 1997, Robichaud 1998, Grolot et Coren 1999. De ce point de vue, la posture méthodologique proposée pour les études sur le changement organisationnel permet de réconcilier deux des principaux concepts et outils analytiques traitant directement de la communication et présentés comme incompatibles par la plupart des chercheurs. L'ethnométhodologie, plus particulièrement l'analyse conversationnelle, l'analyse du discours chère à Foucault, plus spécifiquement l'herméneutique. Lors du déroulement d'une action de changement, l'organisation continue de fonctionner normalement. Comment le chercheur peut-il repérer dans le flot des conversations quotidiennes ce qui relève bien du changement et de sa construction de ce qui relève du fonctionnement quotidien de l'organisation? Lors d'un processus de changement, différentes conversations se déroulent en des endroits distincts, à des moments divers du processus et mobilisent des acteurs de tout niveau hiérarchique. Compte tenu du fait que les individus-groupes d'acteurs ont des logiques d'action et des langages différents, comment comparer les éléments recueillis entre eux pour analyser l'évolution du changement tant dans son élaboration que dans son actualisation? Les nouvelles approches structurelles. Le changement organisationnel est devenu l'un des grands problèmes des dirigeants dans notre monde actuel. Le nouveau facteur de performance que le développement des nouvelles technologies de communication doit permettre de maîtriser est l'adaptabilité, la satisfaction du besoin de sécurité par l'organisation, le passage du modèle au processus, le changement comme moyen d'évolution. Il est intéressant à noter que beaucoup de travaux sur le changement organisationnel ont souligné le fait que le changement est vécu comme insatisfaisant, car il est générateur d'anxiété dans la mesure où il est synonyme d'inconnu, d'incertitude pour les individus.
Si la littérature sur le changement utilise largement le concept de résistance psychologique pour évoquer cette dimension anxiogène, elle ne se fait, en parallèle, guère l'écho de la valorisation dont celui-ci fait l'objet. Il est cependant courant d'évoquer le changement comme le moyen permettant de réaliser les désirs individuels et sociaux, qui s'inscrivent dans l'idéologie d'une société reposant sur l'évolution et le développement vers le progrès. Le changement devient une valeur en soi. 4. La résistance, définition. Définition lexicographique. Résister, résisto, s'arrêter, ne pas avancer davantage, se tenir ferme, retrouver son aplomb, se tenir en face. Dictionnaire latin-français, Hachette F. Gaffio, 1985. Résistance, ce qui s'oppose à la volonté, action par laquelle on essaie de rendre sans effet une action dirigée contre soi. Robert Pourtous, juillet 1994. Obstacle, frein. Le Grand Robert de la langue française, novembre 2001. Chez Sartre, force, solidité. Résistance passive, éviter soigneusement tout conflit, non-violence. Résistance active, désobéissance, rébellion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.